Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine, actualité exclusivement marquée par la disparition du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, décédé mercredi dans la capitale économique ivoirienne, des suites d'un malaise après le Conseil des ministres auquel il a pris part. Quelle tragédie! La Côte d'Ivoire est en deuil, le pays pleure son illustre fils, un fils candidat à la prochaine présidentielle, en la mémoire de qui nous consacrons ce numéro spécial du NCI 360. Et pour parler de l'homme, de sa vie, de sa jeunesse, son œuvre, je reçois pour vous, chez vous, des collaborateurs et compagnons de l'illustre disparu. Monsieur le ministre Gaoussou Touré, ministre en charge de la promotion de la riziculture. Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'assainissement et de la salubrité. Monsieur Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, et deux journalistes pour nous accompagner. Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste. Bonsoir à vous, chers invités. Madame, Messieurs les ministres, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, on va suivre ensemble le film de ce mercredi noir. À vos côtés donc, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part à son dernier Conseil des ministres mercredi. Le film, et on en parle juste après. Je viens vous faire la lecture d'un communiqué de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. En ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été, pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le mercredi 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur le ministre, mercredi dernier, un mercredi particulier, parce que vous vous attendiez à renouer, à parler de nouveau avec votre patron, le chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, revenu de la France après un séjour médical de près de 2 mois. Et comment s'est passé ce mercredi particulièrement à l'arrivée au Conseil des ministres? Monsieur le ministre Gaoussou Touré. Merci. Et le Conseil s'est déroulé dans d'excellentes conditions et tous les ministres étaient heureux de retrouver le chef de gouvernement qui ce jour était en pleine forme. Et il a eu, dès le début du Conseil, à faire une adresse remarquable. Des félicitations d'abord pour le président de la République, ensuite pour l'ensemble des membres du gouvernement. Et nous étions vraiment tous heureux de le retrouver. Et le Conseil s'est également déroulé dans une très bonne ambiance, jusqu'à ce qu'après, on apprenne la mauvaise nouvelle. C'est cela. Madame Anne-Désirée Ouloto, ce matin-là, quand le Premier ministre vous adressait son message, comme vient de l'indiquer le ministre Gaoussou Touré, rien ne présageait qu'un drame se produirait ce même jour.
Ah non, absolument pas. C'était magnifique mercredi où nous avons vu arriver notre Premier ministre particulièrement radieux. Particulièrement radieux et nous, en tant que participants à ce Conseil des ministres en visioconférence, étions également heureux, chacun devant son petit écran, de voir le Premier ministre tout pimpant, qui brillait, rayonnant, qui était très rayonnant. Moi, j'étais particulièrement heureuse et je suivais avec beaucoup d'attention tous les mots qu'il utilisait, ses premières paroles. C'était une journée qui avait commencé de façon merveilleuse. M. Moussa Sanogo, merveilleux également mercredi de retrouver son patron. Dans les préparatifs de ce Conseil des ministres, vous lui avez parlé? Oui, merci en tout cas, M. Ali Garasouba. Oui, en fait, je lui ai parlé la veille. Il m'a appelé sur un dossier pour lequel il voulait avoir quelques précisions. En tout cas, le Premier ministre était vraiment de retour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Conseil se déroule en mode restreint. Et quelques départements ministériels comme le mien, qui sont plutôt transversaux, sont présents sur place. Et nous sommes arrivés quasiment au même moment à la présidence. Je dois juste laisser moi descendre quelques secondes avant moi. Donc la heure d'honneur lui a été faite, les applaudissements, on était tous vraiment en joie. Le conseil s'est déroulé de la façon la plus normale qui soit. Et puis bon, c'est sur la fin que quelques toussotements, on n'a pas vraiment considéré que c'était un problème. C'est cela. Alors, vous retirez de la salle du Conseil des ministres, vous vaquez, j'imagine, à vos occupations. Comment vous apprenez la nouvelle? Oui. Merci Ali, c'était... Vous me faites revivre des moments difficiles. Hein. J'étais naturellement à mon bureau. Après le conseil, j'ai marqué une petite pause de 30 minutes. Et ensuite, j'ai repris par des audiences. J'avais une importante séance de travail pour parler de projets de développement qui tenaient à cœur à M. le Premier ministre. Vous vous souviendrez qu'il était dans la région du Cavali, région dont j'assure la présidence du conseil régional. Et il avait eu à faire des promesses et à prendre des engagements vis-à-vis des populations, notamment en matière d'infrastructures routières. Et dès son retour, le directeur général de l'AGEROUTE m'a demandé une audience en me disant « Madame le ministre, il faut que je vous voie pour faire le point, naturellement, Monsieur le Premier ministre, parce qu'il demande qu'on lui fasse le point et que les projets soient accélérés. » Et tenez-vous bien, j'étais donc avec le directeur général de l'AGEROUTE à mon bureau, qui était là donc à partir de 14h45, en compagnie de Madame le directeur de cabinet du ministère de l'Assainissement. Et nous étions en train de passer en revue donc tous les dossiers qui concernent d'une part la région du Cavali et d'autre part le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Et c'est ainsi que sous le coup de 15h15, je reçois un coup de fil de quelqu'un que je ne citerai pas qui me dit « Tu es où ?» Je dis « Mais salue-moi. » Il dit « Non, je veux savoir tu es où. » Je dis « Je suis à mon bureau. » « Tu es seul ?» Je dis « Je ne suis pas seul, mais tu peux parler. Qu'est-ce qui se passe ?»« Non, il faut que tu sois seul. » Je dis « Mais dis-moi. Tu as des nouvelles du Premier ministre ?» Je dis « Mais on était au conseil, on vient de finir le conseil. » « Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. » Je dis, bon, écoute, je te rappelle, dans 20 minutes, je finis ma séance de travail. Parce que vous savez, on a tellement été sujet à des rumeurs. C'est cela. Par le passé, 2 mois avant, vous vous souvenez, c'était toutes sortes de rumeurs. Je lui ai dit, bon, écoute, calme-toi. Je te rappelle dans 20 minutes. Et puis, je finis tranquillement ma séance de travail. Mais quand même, j'étais plus ou moins préoccupée parce que la personne n'est pas de nature à faire ce genre de plaisanterie. Bon. Et donc, 20 minutes plus tard, exactement, même avant, il était 15h30, 35 par là, quand j'ai donc demandé à monsieur, le directeur général de l'AGEROUTE de terminer la séance de travail avec ma collaboratrice, ma directrice de cabinet, à son bureau. Parce que je n'étais pas vraiment tranquille. Et donc, je rappelle mon interlocuteur qui était en sanglots. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, ah, vraiment, je t'assure que je ne plaisante pas. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Le Premier ministre est parti. Je dis, écoute, faisons très attention parce qu'on a déjà été sujet à ce genre de rumeurs. Je te rappelle. Et à mon tour, j'appelle des collègues.
Il y en a qui ne décrochaient pas. Il y en a qui décrochaient, mais qui vaquaient tranquillement à leurs occupations. Alors, ce que j'ai fait, je dis, bon, je me calme. J'ai tout simplement rangé mes affaires et je suis rentrée à la maison. Et du plateau à ma résidence, vous imaginez le nombre de coups de fil que j'ai passés. Et il y en a qui me disaient, oui, j'ai appris cette rumeur également. Donc, j'appelle la présidence, personne ne décrochait. Et quand j'appelle, madame, je vous rappelle. Je vous rappelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Et un peu plus tard, une collègue m'appelle. Elle me dit, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais moi aussi, je te demande qu'est-ce qui se passe. Je lui dis, bon, rejoins-moi à la maison. Parce que nous sommes plus ou moins voisines. Bien sûr. Et donc, elle me rejoint à la maison. Et au moment où elle et moi, je lui ouvre la porte moi-même, je la regarde et moi, je me mets à pleurer. Elle aussi se met à pleurer. Je lui dis, mais pourquoi personne ne nous décroche? On appelle, personne ne décroche son téléphone, c'est impensable. Et par la suite, j'appelle donc le directeur exécutif du RHDP, le ministre Bictogo. Et dès que je lui ai dit, mais Big, c'est comme cela que je l'appelle, je lui ai dit, mais Big, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous me cachez? Et il était en sanglots. Je lui ai dit, tu plaisantes? Vous avez réalisé tout de suite? J'ai réalisé, il me dit, mais c'est la nouvelle Anne. Et donc j'ai crié, mais j'ai poussé de ces cris. Et tout le monde dans ma maison, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrivais plus à m'exprimer. Et voilà comment j'ai appris le départ du... Monsieur le ministre Gaoussou Touré. Merci. Ce jour est vraiment une journée inoubliable dans la vie. Parce qu'après le conseil et après le déjeuner, donc j'ai rejoint mon bureau et j'étais en audience lorsque j'ai eu un premier coup de fil qui m'annonçait le décès du Premier ministre. Bon, vous y avez cru tout de suite? Non. Je me suis dit que ce n'était pas possible parce que nous avons vu un Premier ministre vraiment très en forme au Conseil et je ne pouvais pas du tout accepter que le Premier ministre est décédé. Donc, j'ai essayé tout de suite d'appeler un peu partout. Et, bon, personne ne répondait. Et tout le monde était sur le choc, certainement. Tout le monde était sur le choc. Et à la suite, j'ai eu un deuxième coup de fil qui me confirmait réellement et qui était vraiment un parent proche et qui m'annonçait le décès. Bon, en ce moment, j'ai réalisé que c'était une réalité et vraiment, j'ai presque perdu connaissance. Tellement le choc a été fort. Donc, pour ne pas avoir un autre choc, j'ai demandé à rentrer immédiatement à la maison. Et lorsque je suis rentré à la maison, il a fallu vraiment un bon moment pour que je me rende compte parce que déjà, partout, on avait les informations et bon, par la foi, on s'est dit qu'il n'y a pas d'autre chose. Il faut l'accepter parce qu'en tant que bon musulman, tout ce que le bon Dieu fait est bon. C'est cela. Mais la douleur était là, et très forte. Très bien. Monsieur le ministre Moussa Sanogo, vous parlez au Premier ministre à la veille, vous le voyez le matin au Conseil des ministres. Finalement, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous apprenez la nouvelle, qu'elle est confirmée? Écoutez, moi, comme j'étais dans la salle, alors quand le Premier ministre a eu sa grosse canne de tout, on lui a apporté un verre, moi je l'ai vu se lever. Il a marché, bon, c'est vrai que la démarche n'était pas très assurée. Il est allé s'isoler un peu à la cafette. Bon, on a simplement compris qu'il fallait continuer à être prudent sur la question de la santé. On l'a même attendu, question de le saluer, ainsi de suite. Parler avec lui. Parler avec lui. En définitive, on nous a dit, peut-être que c'est mieux de partir, c'est pas la peine de l'attendre, pour le laisser un peu chose. Donc j'étais à 1000 lieues, moi, d'imaginer que... Mais je dois avouer que quand il allait à la cafette, nos regards se sont croisés. J'ai vu que ses yeux avaient un peu rougi. Et ce que j'ai lu m'a un peu inquiété, mais pas au point de penser à l'irréparable. Voilà. Et donc, j'étais moi en audience quand un proche m'a appelé
J'ai eu du mal à l'entendre. Il m'a parlé de quelqu'un qui est parti. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au Premier ministre. J'ai préféré lui dire, écoute, attends, je vais te rappeler. Je vais te rappeler, voilà. Donc, une sorte d'électrochoc en même temps. Par la suite, quand j'ai appelé, il m'a confirmé ce qui a été ma première hantise dès que je l'ai pris, que le Premier ministre m'avait quitté. J'avais une réunion dans la seconde qui suivait. J'ai essayé de m'y asseoir, mais je n'avais pas la tête à... Et je suis rentré, j'ai essayé de faire deux unités de prière pour lui, pour que son âme repose en paix et que le Seigneur lui fasse miséricorde. Ça a été un moment très, très difficile. J'imagine bien. Alors, chers confrères, au-delà des membres du gouvernement, toute la Côte d'Ivoire a été choquée par ce rappel brusque, inattendu, du chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous avons en face de nous des membres du gouvernement. D'abord, vous-même, j'imagine bien que vos sentiments sont partagés par tout le monde, les sentiments de tristesse. Où vous étiez, comment vous avez appris la nouvelle, et vous avez les membres du gouvernement, si vous avez des questions à leur poser. D'accord. Moi, j'étais par hasard. Elle a parlé de lui tout à l'heure. J'étais par hasard avec le directeur exécutif, M. Bitogo, avec qui j'avais rendez-vous pour une interview lorsque les faits se sont pratiquement déroulés devant moi. J'étais avec lui de 15h à presque 17h lorsqu'il partait à la PISAM pour rejoindre le président et les premiers responsables qui étaient là-bas. Et aux environs de 16h25, j'avais un collaborateur qui était à la PISAM par hasard lorsque la disposition de l'arrivée du dispositif pour le président s'est emmené là-bas, et pour éviter qu'il y ait des images ou un certain nombre de choses, tout le monde a été dégagé de l'allée enfermé dans des pièces, et il est resté là-bas pratiquement 2 heures. Son téléphone avait été confisqué, et après il m'a rendu témoignage de tout ce qui s'était passé là-bas. C'est des situations qu'on n'aimerait pas vivre, parce que j'ai vu quelle a été la détresse du directeur exécutif et à travers lui de tous ses amis, des autres membres du gouvernement et des voisins, des premières personnes qui ont commencé, des militants qui ont commencé à affluer à sa résidence. C'est des expériences personnelles que l'on vit, c'est des témoignages dont on ne peut pas souvent tirer profit du point de vue professionnel, mais c'était un grand moment d'émotion qui m'a fait moi-même découvrir que nous avions, au-delà du Premier ministre, une sympathie particulière, une affection particulière pour l'homme que nous découvrons de plus en plus. Donc c'était ces émotions-là que nous découvrons, et c'était simplement, on était sans voix, voilà. Aristide ? Oui, il faut dire que ce jour-là, on préparait une surprise à Alafé Ouakili qui avait son anniversaire le lendemain. Donc on essayait de le piéger parce que nous sommes sur une plateforme de journalistes. Et du coup, vers 14h, vers 16h, on a commencé à dire « Ah, il faut qu'on reporte à cause du deuil national ». Moi, je n'étais pas au courant. Donc je commence à appeler les uns les autres. Et il faut dire que moi, je ne me sentais pas bien parce que, vous savez, je viens du Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est ma terre d'adoption. Et quand je suis arrivé ici, ceux qui m'ont élevé, c'est pratiquement le Premier ministre, Madame le ministre Anne Loto, tous ceux qui sont, parce que j'ai travaillé au libéral, au patriote. Donc c'est cette famille-là qui m'a élevé. Et donc je me sentais très mal ce jour-là. Et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et c'est pour ça que quand je fais mon poste, je parle du départ de mon grand frère. Parce que tous les conseils que j'ai eus, Ahmed Bakayoko lui-même, Madame le ministre, et tous ceux qui entourent cette grande famille, moi, j'ai grandi entre leurs mains. Et donc, pour moi, c'est un deuil qui me touche particulièrement, et je profite pour présenter les condoléances de ma famille biologique depuis le Cameroun. Alors, tous sont unanimes sur les qualités de l'homme. Toute la Côte d'Ivoire lui a rendu hommage. Je vous propose, chers invités, de suivre ces témoignages rendus par la classe politique ivoirienne. Dans un contexte où le peuple ivoirien est très éprouvé par la pandémie de la Covid-19, cette disparition vient rajouter à notre désarroi. Je voudrais donc, au nom du Front populaire ivoirien, présenter toutes nos condoléances au président de la République d'abord, le président Alassane Ouattara, dont M. Amadou Gon était un fidèle compagnon,
au gouvernement tout entier. Je voudrais vraiment marquer la disponibilité de tout le Front populaire ivoirien pour prendre toute sa part dans les obsèques nationales que le pays doit à ce haut fonctionnaire de l'État, à ce cadre de très grande valeur, ce technocrate qui accorde beaucoup d'importance au travail, à la rigueur, et qui part privant le pays d'une valeur sûre pour son redressement. Ça a été donc un choc hier en fin de journée lorsque nous avons appris la disparition du Premier ministre Amadou Koulibaly, mon frère, mon ami de plusieurs années avec qui nous avons fait beaucoup de choses, en particulier au plan politique, mais aussi au plan gouvernemental, puisque j'ai été membre de son gouvernement et avant, nous avons travaillé ensemble en sa qualité de secrétaire général de la présidence. Je voudrais dire que c'est un grand homme. Je le confiais au président de la République à qui je présente mes condoléances en même temps que la famille biologique et notre grande famille politique que j'avais connue à Madougon jusqu'à ce que je sorte du gouvernement en 2016. Et à mon retour en 2018 au sein du gouvernement, j'ai découvert un Premier ministre compétent qui connaissait les dossiers, un homme de dossier. C'est un homme politique qui part dans des conditions particulières. Ça aura un impact donc sur nos activités au plan national. Je souhaite que nous ayons cette grandeur-là de nous mettre au-dessus, de nous rassembler. On peut considérer qu'il est mort à la tâche, les armes à la main pour la Côte d'Ivoire. Cela attriste, cela fait mal, cela peine. Parce qu'au-delà de toute considération, c'est le serviteur de l'État que nous voyons. C'est le fils de la nation que nous voyons. Mais vous savez que le Premier ministre Amadou Gon a une histoire avec le président Laurent Gbagbo. Ils se sont fortement côtoyés déjà à la création du RDR, avec feu Jenny Kobina, qui est un ami, un frère au président Laurent Gbagbo. Ils ont collaboré aussi dans le cadre du Front républicain. Et le Premier ministre Amadou Koulibaly a été ministre du président Laurent Gbagbo. En tant que ministre de l'Agriculture, il a été membre du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez donc que la perte du Premier ministre Amadou Gon est ressentie aujourd'hui par le président Laurent Gbagbo comme la perte d'un ancien compagnon, d'un ancien collaborateur et d'un frère. C'est pour cela que nous adressons notre condoléance les plus émues au peuple de Côte d'Ivoire qui perd un digne fils. Comme c'était le Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui est mort en fonction, il me semble que c'est tout le peuple entier qui est frappé par ce deuil. Je voudrais donc présenter au peuple de Côte d'Ivoire toutes mes condoléances. J'ai connu l'homme, bien sûr, avant qu'il ne soit Premier ministre. Nous avons partagé des grands moments ensemble, dans les moments de braise, dans les moments de lutte. Cela me renvoie à la période d'après coup d'État de 1999. J'étais moi à la recherche du retour de mon président, le président Bédié, et lui à la recherche du retour de son président, le président Alassane Ouattara. C'est en ce moment-là que j'ai côtoyé l'homme et j'ai appris à le connaître. La Côte d'Ivoire perd en sa personne un homme de devoir. Il a eu un idéal au RDR, il lui a cru jusqu'à sa mort. Eh bien, je lui dis respect et je m'incline devant sa dépouille. Dans ce moment de douleur qui frappe toute la nation ivoirienne, le COJEP, le parti Échappe de Goudé, ne saurait rester indifférent. Face à cette perte qui touche toute la Côte d'Ivoire, nous voudrons profiter encore pour exprimer toutes nos condoléances au président de la République, au gouvernement ivoirien, à la famille politique du défunt, mais surtout à sa famille biologique. J'apprends ce soir le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Amadou Gon Koulibaly, avec qui j'ai partagé une longue fraternité, même si ces temps-ci, je n'ai pas eu l'opportunité de lui parler.
À cet instant de grande tristesse pour ma famille et moi, nos pensées vont à l'endroit de son épouse et de ses enfants. Voilà, nous venons de voir ces réactions de l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Messieurs, madame les membres du gouvernement, je vous propose maintenant de nous parler des qualités managériales de votre patron, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Monsieur le ministre Sanogo. Écoutez, c'est difficile de résumer en quelques mots le Premier ministre. Vous savez, bon, je l'ai connu peut-être par rapport à d'autres sultans, parce que c'est le 2 mai 2017, à la vérité, que je rencontre le Premier ministre la première fois. Le 2 mai 2017. Tout à fait. Aux alentours de 18 h, je venais de Dakar pour venir renforcer son cabinet. Et d'abord, la première chose qui me frappe, c'est que quand on me présente, il était en réunion avec ses premiers collaborateurs, c'est le Premier ministre qui se lève pour venir m'accueillir. Et c'était extrêmement chaleureux, comme si nous étions en relation depuis bien longtemps. Et il m'a donné tous les mots d'encouragement qu'il fallait. J'ai passé 2 mois et demi à la primature dans ses équipes avant d'entrer au gouvernement. Je retiens d'abord surtout, et vous l'entendrez sur toutes les lèvres, d'abord que c'était un homme, un gros travailleur, un travailleur acharné. Avant que je ne revienne en Côte d'Ivoire, j'avais pu lire dans la presse qu'il avait eu quelques soucis de santé. Mais je vous assure qu'au quotidien, il n'y avait rien qui laissait transparaître qu'il était passé par quelques moments difficiles. Il enchaînait les réunions, les dossiers, il les avalait. Et il avait une capacité prodigieuse à comprendre rapidement les choses. Vous savez que son background à la base n'est pas l'économie. Moi, je m'occupe toujours d'ailleurs des questions budgétaires et économiques. Mais à chaque fois que j'avais l'opportunité d'expliquer une ou deux choses, je me rendais compte que le Premier ministre avait extrêmement bien compris et qu'il avait tout de suite saisi la portée des implications. Une capacité de synthèse inimaginable. Inimaginable. Et je pense que ceux qui peuvent aujourd'hui passer en revue ces échanges avec la presse doivent mesurer toute la densité de l'homme. Parce que ce ne sont pas des questions simples, ce ne sont pas des dossiers qu'on peut synthétiser en 2 temps 3 mouvements, mais je vous assure, vous voyez la qualité des réponses et les précisions, c'était implacable. C'était vraiment quelqu'un qui m'a, moi, beaucoup frappé. Il était beaucoup attaché à la valeur du travail. Lorsque j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui de façon un peu plus approfondie, il se désolait du délitement des valeurs que notre pays a connues. Il fallait absolument que la jeune génération soit très proche des questions du travail. Il a fait les classes préparatoires, il a fait Mathsup. Donc ça, cette abnégation au travail-là, il a gardé et souhaitait vraiment transmettre ça à la jeune génération. Absolument. Alors, Madame la ministre, on vient d'entendre le ministre Moussa Sanogo nous dire que la première fois qu'on lui présente le Premier ministre chef du gouvernement, le Premier ministre se lève de son siège, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui va l'accueillir chaleureusement. On nous avait vendu une image d'un Amadou Gon Coulibaly qui n'était pas très chaleureux finalement. Malheureusement. Mais il fait partie de cette race de grands hommes, malheureusement, qui ont été très peu connus. Amadou Gon Coulibaly, et je voudrais encore une fois m'incliner respectueusement devant sa mémoire. J'en parle avec beaucoup d'émotion, mais avec un très grand respect pour cet homme-là. C'est un bon leader, un grand leader, qui a plusieurs dimensions. Et ce leader-là, pour moi, puisque vous me demandez de partager mon expérience avec le monde entier, il avait plusieurs facettes. En tant que leader, il savait être le chef. Et un chef, un patron, c'est celui qui incarne des valeurs et qui a cette capacité donc d'impacter la dynamique du groupe. Et donc, vous verrez que tous ceux qui ont travaillé avec lui, que ce soit au niveau politique, au niveau gouvernemental ou au niveau local, à Korogo ou ailleurs, ils vous diront tous, il est humble, il sait écouter, il respecte. Et en définitive, il est humain. Ça, c'est Amadou Gon, qui sait être le chef. Le bon chef, ce n'est pas celui qui prend le bâton, hein. C'est celui qui sait écouter, qui met chacun à sa place et qui, à travers les valeurs, permet à ses collaborateurs de s'épanouir. J'ai eu vraiment cette grâce-là, de vivre épanoui à côté de ce chef.
Mais à côté de ce chef, je vous l'ai dit, il a plusieurs dimensions. J'avais un frère. Le frère, tout simplement. Qui vous emmenait à un moment donné à oublier qu'il était le Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly. Non. C'était le frère, avec qui on pouvait parler de tout. Et en même temps, il savait être l'ami et le confident. Alors, comment est-ce qu'on peut retrouver toutes ces qualités en un seul homme? Je vous assure que lorsqu'aujourd'hui je revisite l'amour que le président lui voue, la considération, le respect, la grande affection, je crois que c'est l'expression de... Comment je devrais le dire? C'est l'expression de ce grand respect que le président avait pour les qualités de son fils, de son collaborateur, de son frère, qui lui permettait d'être pour le président de la République, pour le président Ouattara, pour le chef politique, un pilier fondamental de son dispositif politique. Et ça ne peut pas s'oublier. Amadou Gon, en tout cas personnellement, je ne sais pas demain, mais je demande à Dieu de me donner la force d'oublier et de le laisser partir. Parce qu'un chef comme ça, on ne veut pas le laisser partir. Un frère comme ça, on a du mal à le laisser partir. Et pourtant, la volonté de Dieu s'impose à nous. Et doit s'accomplir. Et doit s'accomplir. Monsieur le ministre Gaoussou Touré, à quand remonte votre première rencontre avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Ma première rencontre, c'est lorsque j'étais à Oudjéné et que le président Houphouët-Boigny avait décidé de faire un projet soja pour la production du riz et du soja au nord de la Côte d'Ivoire, à Oudjéné et à Touba, que j'ai eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux grands travaux à côté du Grand Césario. Et dès les premiers échanges, il m'a fait vraiment une très très bonne impression. Et c'est à partir de ce moment qu'effectivement, nous avons eu des relations très rapprochées. Et lorsqu'il a été nommé ministre de l'Agriculture, il m'a également demandé, bon, comme toi tu es dans l'agriculture et que tu fais tout ce qu'il faut pratiquement sur le terrain, j'ai besoin des hommes d'expérience. Donc je veux que tu sois à mes côtés en tant que conseiller technique pour qu'on puisse travailler ensemble. Ce que j'ai accepté sans problème. C'était d'ailleurs mes premiers pas au niveau de la politique parce que moi j'étais dans le développement régional et lorsque je l'ai rejoint au niveau de son cabinet. Mais je n'ai pas regretté parce que ça a été une très grande expérience pour moi. J'ai appris beaucoup à ses côtés. Aujourd'hui, je pleure un frère avec lequel j'ai partagé beaucoup de choses. Et je suis encore vraiment sous le choc. Et je n'arrive pas encore à m'imaginer que c'est fini et que je n'aurai plus les bons moments que j'ai passés avec lui. Je peux dire sans me tromper qu'effectivement, l'amour que j'avais pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je ne l'avais pas pour mes frères, même père. C'est vraiment un grand homme que la Côte d'Ivoire perd. Un grand homme avec un grand H. Parce qu'Amadou, il était très intelligent, humble, comme tous mes collègues viennent de le dire. Mais il fallait l'approcher pour le savoir, pour le découvrir. Et il était famille. Oui. Il aimait sa région d'origine, Korogo. Je l'ai accompagné à plusieurs reprises à Korogo et j'ai partagé beaucoup de choses avec lui. Parce que, d'abord, lui, d'une grande famille à Korogo et moi, d'une grande famille au niveau du district du Denguélé à Oudjéné.
Donc, tout de suite, nous nous sommes rapprochés et nous avons travaillé ensemble pour que, au nord, au niveau d'Odjené, c'est vrai que du point de vue de l'histoire, les deux zones étaient très rattachées, mais nous avons œuvré ensemble pour qu'effectivement on puisse renfermer les liens de fraternité entre tous les peuples de Côte d'Ivoire, en particulier dans cette zone du Nord. Très bien. Monsieur le ministre du Budget, vous donnez votre témoignage, votre pratique notre Premier ministre est récente. Comment expliquez-vous qu'en si peu de temps, un homme considéré comme difficile, vous avez pu accéder à sa proximité, à avoir sa confiance totale? Comment expliquez-vous cela? Quel est le secret? Quel a été le secret? Là, vous me posez une question bien difficile parce que tout ce que moi j'ai pu lire dans certaines presses sur ce que le Premier ministre était, franchement, c'était l'inverse total de ce que j'ai pu constater avec lui. Un homme extrêmement ouvert, un homme très sympathique, qui avait la discussion facile avec ses collaborateurs. Je n'arrive même pas jusqu'aujourd'hui, moi, à m'expliquer comment est-ce que c'est allé si vite. Parce que je rappelle que je viens pour renforcer son cabinet. On est en mai 2017. Nous avons eu l'occasion de faire ensemble un roadshow pour les émissions d'Eurobond. Et enfin, je reprends ses propos, parce que moi-même, je ne m'y retrouve pas particulièrement. Que lorsque je rentre au gouvernement, qui m'installe, il indique qu'à ces occasions, il a été favorablement impressionné par certaines choses. À titre personnel, je ne vois même pas ce que ça a pu être. Mais j'ai compris que ça devait être un homme qui était très observateur. Surtout, moi, j'étais un exemple vivant de ce qu'on disait, qu'il y a du sectarisme, des choses comme ça. On ne s'était jamais vu, le Premier ministre. Ça a même créé une légende autour de cela. Vous n'êtes pas de Korogo? Bon, oui. Il a juste vu en moi certainement quelqu'un qui était capable de prendre en charge certains dossiers. Et puis, il a fait confiance. Donc, ça veut dire que quand il donnait sa confiance, il la donnait pleinement et qu'il n'avait pas, du tout peur de faire confiance à des gens plus jeunes pour prendre en charge des dossiers extrêmement importants. Si j'ai bien compris, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, après toutes les batailles âpres qu'il mène aux côtés du président Ouattara pour accéder à la magistrature suprême, ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Oui. Il vous découvre en 2017, vous intégrez son cabinet et il décide de vous confier un poste si stratégique que celui de la gestion du budget et du portefeuille de l'État. C'est ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, est-ce que des gens ont pu passer par derrière pour en parler? Ça, je ne saurais le témoigner. Mais la première fois que nous nous rencontrons physiquement, c'est le 2 mai 2017 à 18h. Donc ce n'est ni au nom d'un lien de parenté, encore moins au nom d'un lien de région, qu'il vous a choisi. Aucun. Il vous a observé dans votre travail ça. Et il s'est dit, ce monsieur, on peut travailler ensemble. Tout à fait. Vous avez intégré son cabinet, pas pour ses postes forcément. Vous étiez au départ conseiller. J'étais au départ conseiller. Alors, il avait souhaité donc, que je puisse m'occuper des questions macroéconomiques. Donc, j'ai pu lui faire quelques papiers, réagir sur une ou deux choses. Donc, c'est le travail qui l'intéressait, très clairement. Ah non, ça, je crois que la première chose qui l'a toujours guidé, c'est le travail. Aristide? Oui, vous avez vu tous les témoignages, tournent autour de la compétence, des valeurs. La rigueur. La rigueur. Effectivement, c'est la continuité de quelque chose. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le président de la République a dit que c'est son collaborateur le plus proche depuis plus de 30 ans. Souvenez-vous de son discours lorsqu'il reçoit le président de la République en tant que maire à Korogo en 2013. Il dit au président, vous avez tracé ma carrière, vous avez tracé ma vie. Depuis que je vous ai connu, j'étais jeune ingénieur béton armé, des TP béton armé. Vous avez tracé ma carrière, vous m'avez redonné la vie, vous m'avez donné envie de revivre. Pourquoi il le disait? Il le disait pourquoi? Parce qu'il est passé par cette école, l'école Ouattara. Et à l'école Ouattara, quand vous arrivez, au début, vous ne comprenez pas, mais parce qu'on doit vous former. Et il était très inquiet parce qu'il y a inversion du système des valeurs. Il faut donc reconstruire ce système des valeurs. Et comme on est unanime que ce Premier ministre est travailleur, c'est une icône dans son domaine, ça veut dire, en réalité, comme il va les armes à la main, c'est un héros national. Donc il faut donc panthéoniser, si vous me permettez l'expression,
on pourra tropicaliser l'expression, mais il faut trouver des endroits où on se rappelle du souvenir, où on construit la mémoire. Parce qu'en réalité, le président de la République, en faisant ses adieux en décembre déjà, à la télé, lors de son discours à la nation, il a dit aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Et au début de l'année, il a dit qu'il ne se présentait pas. Et il a proposé Amadou Gon comme étant jeune. Et je pense qu'aujourd'hui, pour reconstruire le système de valeurs, pour donner la force à ce que le Premier ministre Amadou Gon a fait toutes ces années, c'est de faire en sorte qu'on se souvienne, qu'on puisse mémoriser les œuvres aussi importantes sur le temps. Nous, on avait prévu de sortir en août, avant les élections, un document qui allait donc montrer qui est le vrai Amadou Gon, parce qu'en réalité, les gens parlaient de son charisme. Max Weber détermine le pouvoir, le leadership et l'influence, parce que le pouvoir, c'est lorsque Madame le ministre ou Monsieur le ministre demande à ses collaborateurs de travailler, il est obligé de le faire, et qu'il ne l'aurait pas fait si on ne lui avait pas demandé, alors que le leadership, ce sont les idées et les actes. Et lui, il avait des idées et les actes. Vous pouvez être un leader, porteur de sens, mais ne pas être un leader d'influence. Lui n'était pas un homme des réseaux sociaux, lui n'était pas un homme qui parle pour attirer les foules, mais il avait cette force intérieure qui faisait de lui un homme exceptionnel. C'est pour ça que tout le monde est unanime et donc il faut qu'on déclare que Amadou Gon Coulibaly est un héros national. Oui, à la fin. Madame le ministre, est-ce que puisque un homme ne peut pas être parfait, on le dit, seul le Tout-Puissant est parfait, au-delà de ce qui était dit comme les choses inexactes, sectaire, enfermé, manque de charisme, quels étaient finalement en réalité ses vrais défauts? Il faut en trouver quand même. Peut-être qu'il était trop modeste. Oui. Il était peut-être trop modeste, trop humble. Ou alors peut-être qu'il laissait faire, il laissait dire. Ce n'est pas oui, quelqu'un... justement, oui. Voilà, ça pouvait être un de ses défauts. Il ne cherchait pas à démentir les rumeurs. Non, il ne cherchait pas à démentir la rumeur, ou il ne cherchait pas à faire plaisir à la rumeur. Ouais. Il savait qu'il avait des choses à faire et il voulait les faire. C'était ça le plus important. Et peut-être que son trop grand défaut, c'était qu'il avait une seule boussole. C'était le regard du président. Tout à fait. Alors justement, ça nous permet de parler... c'est extrêmement important. Ça nous permet justement de parler, Madame la ministre, de la loyauté, de la fidélité d'Amadou Gon Coulibaly pour son mentor, pour son patron, pour son papa, pour son ami, le président Alassane Ouattara. Vous nous en dites un mot, Monsieur le ministre? Merci. Bon, jamais Amadou Gon Coulibaly n'a vacillé quant à son attachement au président Ouattara? Jamais. Jamais, vous êtes sûr? Il préférait la mort. Oui, oui bien sûr. Non, ça, je le dis absolument, clairement. c'est clair. Il préférait la mort à un problème avec le président Alassane. Le président Alassane, comme ma collègue vient de le dire, c'était sa boussole. Et quand le président parlait, il n'y a pas de discussion, il faut le faire. Alors, on a connu des hommes politiques qui, au gré de leurs intérêts, au fil des années, ont changé de couleur, de ligne politique. Ça n'a jamais été le cas pour Amadou Gon Coulibaly. C'était impossible. C'était impossible. On peut vous rappeler des anecdotes à n'en plus finir. Et moi, je retiens une chose. Si vous cherchez quelqu'un qui... En tout cas, quand j'avais besoin de reprendre des forces, quand j'avais besoin de savoir la ligne, quand j'avais besoin de savoir dans quel sens il fallait aller, par moment, je prenais mon téléphone et j'appelais Amadou Gon Coulibaly. Il décrochait pour m'écouter ou pour me dire, petite sœur, je te rappelle. Il ne m'a jamais appelé Anne, toujours ma petite sœur ou ma petite sœur chérie. Et donc, Amadou Gon, à chaque fois que je lui posais une question, voilà la situation, que dois-je faire? Je pense que tu devrais faire ceci, petite sœur, parce que le président attend ça de nous. Ça ne durait pas longtemps. Et donc, son unique boussole, c'était le président. Il savait qu'il était un homme de mission. Et il savait également qu'il faisait partie du premier carré du président de la République. Et donc, qu'à ce titre-là, il ne devait pas faillir. Alors, quand vous avez un chef comme ça, il devient pour vous une école. Parce que lui, comme l'a dit tout à l'heure notre frère le journaliste, l'a dit que Amadou Gon est de l'école Ouattara.
Cette école qui forme des leaders, qui a formé Amadou Gon, qui nous a formés également, et qui doit continuer. C'est la raison pour laquelle je pense vraiment que nous devrons continuer de comprendre l'homme Amadou Gon Coulibaly. Et je suis d'accord pour dire que c'est un héros national. Et que les héros ne doivent jamais disparaître. Je n'ai jamais vu, en tout cas, dans le milieu politique, un homme de cette trempe-là. Jamais. Et je pense que notre choix était le meilleur au niveau du RHDP. On ne pouvait pas avoir meilleur candidat qu'Amadou Gon Coulibaly en dehors d'Alassane Ouattara. Mais, hélas. D'accord. Réaction à la Deux témoignages sur la loyauté que j'ai par mon expérience, c'est que à l'époque, lorsqu'il était ministre de l'Agriculture dans le gouvernement du président Gbagbo, et même bien avant, lorsqu'il y avait toujours ces questions sur le président Ouattara, des gens se seraient réunis pour aller lui dire que lui, au moins, il serait ivoirien. Est-ce qu'il ne pourrait pas prendre le devant pendant que le président Ouattara a des problèmes? À ce point? À ce point, oui, sérieux. Il dit, mais toi, tu es un fils du pays, vas-y, laisse l'autre abandonner. Il a dit, jamais. Ensemble, on mourra. Ça, c'est un. Et deux, d'après plusieurs témoignages, jusqu'à ce que le président annonce sa décision devant le Congrès à Yamoussoukro pour dire de se retirer, plusieurs témoignages ont dit que si ce n'était que lui seul, il était peut-être favorable pour que le président continue. C'est-à-dire qu'il n'avait pour boussole que le président Ouattara. Lui, tant que le président Ouattara était là, vraiment pas de Amadou. Il s'éclipsait. Juste pour ajouter, comme je vous ai dit, j'étais jeune journaliste et c'est moi qui couvrais les secrétaires de rédaction du RDR. Je ne veux pas trahir un secret, il y a une des anciennes militantes du RDR qui avait proposé que l'on propose autre chose. Ce jour-là, j'ai vu le Premier ministre Amadou Gon. Ah non, il a tranché net. La rue Jean-Lyon. C'est pour ça que cette ancienne militante, que je ne vais pas dire ici, vous connaissez de qui je parle, a dû démissionner. Oui. Parce qu'après, elle a juste justifié que oui, on a mis sa photo sans sa tête sur le Patriote. Tout le monde sait de qui je parle. Elle est partie à cause de ça, parce que lui ne voulait... Il était intransigeant là-dessus. Et il savait qu'ils allaient arriver. Il savait qu'ils étaient à la bonne école. Il savait qu'ils arriveraient un jour. Ça pouvait prendre le temps, mais ils sont allés en prison, je crois. Ils sont allés en prison. Monsieur le ministre, est-ce qu'on ne peut pas dire que ceux qui jugeaient mal aussi le Premier ministre, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas peut-être bien le président? Parce que quand on voit bien comment ils sont closes, on a du mal à comprendre qu'on lui prêtait des défauts que le président Ouattara n'a pas. Non, je ne crois pas. Je pense plutôt qu'ils avaient peur de lui. En fait, on a politisé ce débat-là au point de faire d'Amadou Gon, au point de vouloir faire... L'anti-Ouattara, alors que c'est le Ouattara parfait. Exactement. Très bien. Tout simplement, ils avaient tous peur d'Amadou Gon. La preuve, aujourd'hui, vous voyez tous ces témoignages. Et tous reconnaissent qu'il était un homme exceptionnel. C'est cela. Alors, je vous propose, chers invités, de marquer une petite pause et on poursuit cette émission juste après. Retour sur le plateau de NCI 360, émission spécialement dédiée à la mémoire du chef du gouvernement ivoirien, feu Amadou Gon Coulibaly, rappelé à Dieu le mercredi dernier. La Côte d'Ivoire est en deuil et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau des collaborateurs de l'homme, des membres du gouvernement, le ministre Gaoussou Touré, la ministre Anne-Désirée Oloto et le ministre Moussa Sanogo. Monsieur le ministre Moussa Sanogo, on a beaucoup entendu parler d'Amadou Gon Coulibaly, le technocrate. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette dimension de l'homme, sur la maîtrise des dossiers, vous qui gérez le budget et le portefeuille de l'État, sur la vision de l'homme pour la Côte d'Ivoire de demain? Vous savez, je crois d'abord que c'était un homme qui avait des valeurs morales fortes, qui avait des principes forts, et qui avait aussi la technicité qui allait avec. Alors, j'ai dit tout à l'heure un peu sa grande capacité à absorber des questions qui n'étaient pas son domaine naturel. Mais il avait aussi cette vision-là de l'économie, qui était celle d'abord de voir comment est-ce qu'on pouvait renforcer les infrastructures du pays. Vous savez, ce sont les bases. Comment est-ce qu'on renforce la compétitivité d'une économie qui permet ainsi d'attirer des investisseurs directs étrangers? Ça, c'était une grande préoccupation pour lui. Alors, vous aviez également une autre préoccupation, peut-être liée à son passage au ministère de l'Agriculture, concernant le bien-être du monde agricole. Il était toujours prompt à voir comment est-ce qu'on pouvait réduire le niveau de taxation ou de prélèvement de l'État
sur les revenus qui pouvaient circuler dans ce monde-là, de sorte à ce que l'agriculteur, le paysan en bout de chaîne ait davantage de revenus. Ça également, il y tenait. Alors, je citerai également la question de l'emploi. Je me souviens un peu de ces discussions qu'on a pu avoir en aparté. Il était vraiment préoccupé. Je disais, mais vous voyez toutes ces familles ivoiriennes qui quelquefois ont un fils, une fille qui a fini ses études et qui malheureusement est à la maison. Alors, comment est-ce qu'on travaille à renforcer la question de l'emploi? J'ai eu l'occasion de le dire, moi, dans d'autres cadres. L'emploi n'est jamais très simple pour un gouvernement, parce que ce n'est pas le gouvernement lui-même qui crée directement les emplois, mais lui crée les conditions de l'emploi. Après, il faut que les citoyens, les individus saisissent les opportunités. Voilà. Donc ça, c'était une préoccupation majeure pour lui. Et puis enfin, le social. Le social, et là-dessus, je crois que les derniers mois ont vu avec succès tout ce qui a été déroulé concernant le plan social du gouvernement. Donc c'est vraiment un homme qui était multidimensionnel. Et franchement, si Dieu avait permis qu'il arrive aux affaires, je crois que la Côte d'Ivoire aurait découvert toute sa dimension qu'il avait, on va dire, un peu occultée dans l'ombre du chef de l'État. Madame Anne Désirée Oloto, Amadou Gon Coulibaly, si les choses ne s'étaient pas passées comme elles se sont passées, qu'il advenait qu'il devienne président de la République, quel président serait-il? Amadou serait le modèle achevé d'Alassane Ouattara. Le modèle achevé d'Alassane Ouattara. Il serait un président extrêmement humain. C'est un grand humaniste. Il aimait, dans la méthode qu'il avait, je le voyais en permanence se préoccuper des plus faibles, toujours. Des personnes qui souffrent. Des personnes souvent qui n'ont pas accès directement à l'autorité. Parce qu'il posait des questions très simples quelquefois, mais qui étaient des questions pièges. Et il vous disait souvent, mais comment font ceux qui sont, par exemple, à Odéné? Bon, imaginez celui qui est derrière tout le pleu, là, comment il fait? Tout cela pour nous emmener, nous, membres du gouvernement, à comprendre que nous devrions travailler pour l'ensemble des Ivoiriens, mais en particulier pour les plus faibles. Et ça, c'est l'une des qualités du Premier ministre, président de la République, Amadou Gon Coulibaly, que les Ivoiriens auraient découvert. Deuxièmement, le rassembleur. C'est un homme de consensus. Tout à l'heure, j'entendais un peu dans les débats qu'on a dit qu'il était sectaire, oui, qu'il faisait de l'exclusion. Moi, je ne suis pas un enfant du Nord. Le Cavali l'avait adopté. Il était adopté par le Cavali. Il est venu dans le Cavali 3 fois. Au moment où tout le monde disait « Amadou Gon ne sort pas, il ne fait pas... » Mais lui, il considérait qu'il avait une mission à côté du président. Et la toute première fois que j'ai eu à l'inviter dans le Cavali, il était secrétaire général de la présidence de la République. J'ai été le voir, j'ai dit « Grand frère, tu sais que les gens disent que tu ne sors jamais ?» Il dit « Ah bon? Il paraît que tu n'aimes pas les autres. » Et puis, il arrive. Il dit « Mais qui m'a invité ?» Et puis, je ne suis pas allé vers lui. J'ai dit « Ben vraiment. » Donc, on va leur dire que c'est faux. On va aller dans le Cavali. Il dit « Mais c'est quand tu veux. » Et il s'est trouvé des gens pour me dire « Mais comment tu as fait ?» Je dis « Mais je l'ai invité. » Aussi simple. Aussi simple. Il est venu, il a mangé, il a embrassé les chefs, les femmes, les enfants. Et il est revenu faire de moi la présidente du conseil régional. Et il est reparti à nouveau pour parler de développement avec les populations. Et là, c'était une merveilleuse tournée. Il est descendu jusque dans les villages. C'était magnifique. C'était un homme exceptionnel. En tout cas, je pense que les Ivoiriens auraient eu la chance d'avoir un président extrêmement prévenant. Un président pour tous les Ivoiriens. À l'image du président Ouattara, il aurait été donc vraiment l'œuvre achevée d'Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, par la grâce de Dieu, est encore vivant, en bonne santé. Je prie que Dieu lui donne toute la force et le courage pour que nous puissions continuer ensemble l'œuvre.
quand je dis continuer ensemble l'œuvre, qu'il soit toujours là pour nous inspirer la voie à suivre. Heureusement qu'Alassane Ouattara est là. Heureusement. Monsieur le ministre Gaussou Touré, vous avez perdu un ami, quelqu'un que vous avez côtoyé toutes ces longues années. Aujourd'hui, vous réalisez qu'il n'est plus là? Si oui, qu'est-ce que vous retenez de l'homme avant de vous laisser partir? Malheureusement, je suis obligé d'accepter ces faits parce que c'est la volonté du Tout-Puissant Allah. Ceci dit, j'ai rejoint mes autres collègues pour dire qu'Amadou était un homme exceptionnel. Et c'est vraiment Amadou qu'il fallait au RHDP pour remplacer le président Alassane Ouattara, qui ne s'était pas trompé en nous proposant ces grands hommes, ces collaborateurs loyaux. Et on le dit, et moi j'étais certain qu'avec Amadou, la Côte d'Ivoire allait connaître l'émergence. Parce que c'est ce que le président souhaite pour son pays. Tout le travail qu'il a fait, c'est pour conduire la Côte d'Ivoire vers le bonheur, vers le bien-être des populations. Et j'avoue que dans toute l'équipe, c'est Amadou qui était vraiment le mieux placé pour qu'effectivement ces rêves que nous vivons tous, on puisse les transformer en réalité. C'est encore une des raisons qui font que nous n'arrêtons pas de pleurer aujourd'hui. Amadou. Merci infiniment, Monsieur le ministre Gaussou Touré, Madame le ministre Anouloto, Monsieur le ministre Moussa Sanogo. Merci d'être venu sur le plateau de NCI 360 rendre ces différents témoignages en la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui nous a quittés le mercredi dernier. Merci infiniment. Pour des contraintes, on va vous libérer. Le temps pour nous de voir en image le chef de la famille Gon Coulibaly par intérim qui évoque un homme aux multiples éducations, un savant mélange de tradition, religion et éducation occidentale. Pour Seydou Coulibaly, la conjugaison de tous ces facteurs est la clé de sa réussite, aussi bien en tant que technocrate que sur le terrain politique. Je vous propose de l'écouter. Son père, Feu Gon Coulibaly, avait vu juste en faisant avoir à son premier fils une éducation sur 2 heures géosociologiques. Il est né à Abidjan, il a fait la première partie de son enfance à Abidjan. Mais très tôt, son papa a commencé à lui faire vivre 2 réalités sociologiques. Une éducation de base dans sa famille nucléaire, c'est-à-dire entre papa et maman, qui a été vécue à Abidjan. Et dès l'instant où son père a senti et compris qu'il pouvait ajouter aux intrants de la famille biologique ceux de la grande famille, il a commencé à fréquenter Korogo. D'abord pour découvrir les principaux membres de la grande famille, et puis ensuite apprendre à parler ce nouveau. Vous allez remarquer que très souvent, quand il est à Korogo, c'est pour ses amis hôtes, ceux qui le reçoivent, qu'il parle français. Mais quand il s'adresse à ses parents, il s'exprime en ce nouveau. Et ensuite, il a fait son initiation culturelle, qu'ici nous on appelle l'Oporo. Et la dernière éducation, c'est celle du Saint-Coran, Amadou Gon et El Hadj. Donc il y a le soubassement de la famille nucléaire et de la grande famille. Et ensuite, le raisonnement de l'école occidentale. Il y a l'éducation culturelle à travers son initiation au Poro. Et il y a l'éducation musulmane. Amadou Gon aurait pu éliminer l'éducation spirituelle, éliminer l'éducation du Poro, éliminer l'éducation de la famille nucléaire et de la grande famille pour ne maintenir que l'école occidentale. Parce que finalement, c'est à travers elle que la vie politique qu'il mène aujourd'hui devrait se faire. Mais le fait qu'Amadou Gon est rendu convergente
ses éducations, ça en a fait un leader potentiel. Voilà, nous venons d'entendre le chef de la famille Gon Coulibaly par intérim, M. Coulibaly Siélé depuis Korogo, nous révéler tout l'amour, l'attachement du défunt, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour la tradition, pour ses parents, pour sa région et pour la Côte d'Ivoire en particulier. Alaphé Ouakili, c'est important qu'un homme qui aspire à diriger un pays africain soit si attaché à ses traditions? Oui, c'est important, c'est utile. Lui, c'était l'homme de Korogo. Il préférait aller à Korogo plutôt que de rester à Abidjan ou aller, comme on le dit, à Île-Boulé, à Assini ou même à l'étranger pour passer ses vacances ou ses congés. Et puis tout le monde le disait attaché à sa maman et aussi à sa famille. C'est peut-être cet attachement à la terre, à la tradition, qui a donné de lui l'image d'un homme fermé et sectaire dont on parlait tout à l'heure, qui n'était pas une image juste d'ailleurs. Mais c'est normal d'être attaché à ces terres, d'avoir une base non seulement culturelle, spirituelle, mais aussi politique. Mais lui, Korogo, ce n'était pas uniquement politique. C'était plus fort que ça. C'était plus fort que ça. C'était lui, c'était un ressourcement. C'était important pour lui. Alors, je rappelle que les ministres qui étaient avec nous dans la première partie de cette émission ont dû se retirer pour justement des contraintes liées aux obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aristide Nkenda, vous avez donc dû changer de place. Vous venez dire que je suis devenu ministre. Enfin, c'est peut-être un signe prémonitoire aussi, sait-on jamais. Vous le deviendrez. Alors, le Premier ministre, on vient de le voir, était très attaché à sa région. Un commentaire là-dessus? Oui. À sa culture, à plutôt. sa culture, parce qu'il y a une dimension culturelle, il y a une dimension cultuelle. Sur le plan culturel, on sait que c'était un musulman, mais sur le plan culturel, vous savez que on ne peut pas, si on n'a pas un enracinement culturel, se propulser. On ne peut pas avoir cette dimension autopropulsive. Et généralement, l'Afrique peine à décoller parce que nous ne faisons pas attention aux solutions endogènes. Nous pouvons avoir des solutions endogènes performantes que si nous retournons aux fondamentaux. Et les fondamentaux, justement, la nature africaine est tellement bio que lorsque vous retournez à la terre, vous ressourcez mieux. Et je pense que pour un homme politique, il faut être en contact avec sa base, même si ce n'est pas le bastion. Parce que le bastion, c'est là où vous avez le plus grand nombre d'adhérents. Mais si vous avez un bastion et que vous n'avez pas un attachement culturel et cultuel de votre région, ça ne sert à rien, pratiquement en politique. Alaphé Ouakili, Amadou Gon Coulibaly, c'était un dinosaure politique. Il a commencé la politique il y a plus de 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler, comment vous pouvez résumer, vous, l'homme de médias très connu, très expérimenté, comment vous résumez Amadou Gon Coulibaly? C'est d'abord, comme on l'a dit, ce parcours qui démarre dans l'ombre à l'époque du début 90, 88, 89. Le président Ouattara était à l'époque président d'un comité interministériel. Il le rencontre et puis le déclic part de là. Il venait de perdre son père et il avait dans la trentaine. Et Alassane Ouattara le remarque, le garde à ses côtés et il devient, dès lors, son protecteur, il devient son mentor, son grand frère, son papa en même temps qui s'occupe de lui. Et tout ce long parcours dont on a évoqué quelques moments, quelques aspects. Et aussi cet ancrage à Korogo. Vous voyez, depuis l'époque de l'opposition, on peut penser que peut-être sa position au pouvoir a pu être utilisée, être mise à profit pour gagner des postes à Korogo, mais ce ne fut pas le cas. Et le RHDP, le RD n'étaient pas encore au pouvoir. Alassane Ouattara n'était pas devenu président, mais il était déjà élu député. Il a adhéré au RHDP, il a été élu maire et il a continué ce parcours-là. Et d'ailleurs, d'après les indications qu'on a eues sur le terrain, cette région lui a bien rendu récemment lors de la révision de la liste électorale, d'après les estimations. Et le Poro fait partie des régions qui ont le plus recruté, fait enrôler de nouveaux majeurs. Ça montre qu'au-delà de tout ce que l'on pouvait dire, il y avait cette adhésion, cette fusion entre l'homme et une population et les populations. Et aujourd'hui, avec le recul, on se demande comment, peut-être, Madame la ministre Anne Loto a dit, comment il a pu laisser dire et laisser faire souvent les rumeurs sans avoir eu besoin de les démentir, sans avoir eu besoin de communiquer.
on peut aussi s'interroger sur cet aspect-là aujourd'hui. Alors, oui, Aristide. Oui, ça s'est peut-être passé comme ça parce qu'il est sorti, comme je l'ai dit, de l'école Ouattara. Vous savez aussi, Ouattara a été beaucoup critiqué à une certaine époque, mais il a laissé faire parce qu'il voulait que ce soit son travail qui réponde à sa place. Et en tant qu'homme politique, Amadou Gon a beaucoup observé le président Ouattara. Donc il a marché dans l'ombre du président Ouattara jusqu'à ce qu'il soit proposé et malheureusement il ne pourra pas aller jusqu'au bout, jusqu'à devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Mais on retient de lui que c'était un très grand homme politique et qui savait aussi mener les hommes en tant que leader, mais simplement il n'était pas un leader d'influence. Alors, Alafé Ouakili a brièvement rappelé le parcours de l'homme, notamment son passage en tant qu'élu de Korogo. Il a été député de Korogo de 1995 à 2000. Il est resté depuis lors un modèle pour les acteurs politiques de la région. Il a inspiré plus d'un, au nombre desquels le maire de Korogo, qui le qualifie de clairvoyant. Je vous propose de l'écouter. C'est notre mentor, c'est notre exemple en politique. C'est lui surtout que nous regardons, parce que depuis la création du RDA, même avant, il a été toujours clairvoyant dans toutes ses idées, toutes ses prises de parole. Lorsqu'il s'adresse à la population, lorsqu'il prend une décision, on constate qu'il a toujours eu raison. Toutes les activités que nous avons menées, que ce soit en politique ou au niveau social, lorsqu'il est le seul à dire quelque chose que finalement nous suivons, à la fin nous nous rendons compte que c'est lui qui avait raison. Parce qu'il voit peut-être plus loin que nous. Je prends l'exemple de l'enrôlement en 2008, 2009, 2010. Quand on préparait les élections en 2010, moi j'étais président de la CEI. Et il se trouve que le matériel de l'INS et de SAGEM qui était arrivé avait souvent des problèmes, surtout à l'INS, où dans les villages, il fallait des groupes électrogènes que l'INS avait, mais sans carburant. Il y avait trop de problèmes et les cadres se sont réunis, ont fait une réunion, ont décidé donc d'écrire à l'État, donc au pouvoir, dans le temps, pour leur demander de régler tous ces problèmes-là. Et lorsqu'il est venu, il a dit « Ah non, s'ils ne le font pas, nous devons le faire ». Et il a pris en charge de lui-même tout ce qu'il fallait pour que l'enrôlement ait lieu dans toute la région. Alors, on vient d'entendre le maire de Korogo. Il y a quelque chose qui a particulièrement retenu votre attention? Il dit que c'était le modèle, c'était le mentor. Vous savez, nous sommes dans un monde de la mise en scène, de l'ostentatoire, où il y a inversion du système des valeurs. Et la préoccupation majeure aujourd'hui, en Afrique surtout, c'est la reconstruction du système des valeurs. Donc il faut le repère. Un monde où on dit qu'une non-valeur devient une valeur et qu'on vous l'impose et ça devient une valeur, il faut tout faire pour reconstruire ce système. Donc quand on a un modèle comme, et vous savez, en termes de ressources humaines, c'est difficile aujourd'hui, même dans le monde entier, d'avoir de bonnes ressources humaines. Donc, on a un mentor comme Amadou Gon Coulibaly, et quand les gens en parlent, on se rend compte que c'est une grosse perte, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique, parce que le décès d'Amadou Gon a eu une onde de choc à travers l'Afrique, et même aller au-delà, parce que c'est la première fois qu'on perd un Premier ministre en fonction. Je crois que tous les témoignages sont concordants. C'était un cadre compétent, brillant, un ingénieur de formation qui a fait une carrière de technocrate. Vous avez vu le ministre du Budget qui travaille sous sa coupole, qui a rendu son témoignage. Donc, visiblement, je pense que au-delà du fait que l'on propose qu'il soit un héros national, il faut qu'on profite, parce que ce soit autour du deuil qu'on résout certains problèmes en Afrique, qu'on profite autour du deuil d'Amadou Gon pour donc lancer véritablement le rassemblement des Ivoiriens, la réconciliation nationale, parce qu'autour de ce deuil, beaucoup de choses peuvent se passer. Et vous avez vu, tous les témoignages sont concordants. Je pense que c'est peut-être, on peut dire qu'il se sacrifie pour la Côte d'Ivoire, hein, en partant comme ça. Très bien. Voyez-vous, Korogo était aussi un exemple de ce qu'il aurait pu incarner, parce que à Korogo, rien ne pouvait lui être refusé, mais il a préparé son retrait, sa sortie de la scène locale, et il a fait passer la main à une nouvelle génération, à la mairie, une équipe qu'il a formée et qui est là, qui gère la commune et aussi certainement au niveau de la région. Il aurait pu s'accaparer de tous ces postes-là, mais ça permet aussi de répondre certainement à ceux qui disent qu'il ne se ménageait pas,
C'est vrai qu'il est attaché à Korogo, à son terroir, à son fief, mais il a su prendre du recul dans la gestion de la localité, dans la gestion locale, pour se concentrer aux affaires nationales. Et ça aussi, c'est un aspect de cette personnalité qui a été un peu méconnu. Tout à fait. Alors, Amadou Gon Coulibaly a connu tous les paliers de l'ascenseur politique. Il a été maire, député, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Premier ministre et candidat à la présidence de la République. Je vous propose de suivre ce film qui retrace le parcours de l'homme d'État et on en parle juste après. Amadou Gon Coulibaly est né le 10 février 1959 à Abidjan. Descendant du patriarche Peleforo Gon Coulibaly, son arrière-grand-père, chef suprême des Sénoufos et un proche du président Félix Houphouët-Boigny. Son père Gon Coulibaly, lui, sera député de Korogo de 1960 jusqu'en 1990, date de son décès. La politique finalement, une tradition familiale chez les Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly aura eu une enfance heureuse et plein d'amour. Mais son destin, il va le forger à force de travail. En 1977, après l'obtention de son baccalauréat série C au lycée moderne de Dabou, son ambition de devenir ingénieur en génie civil le conduit à choisir la France comme destination de l'accomplissement de ce rêve. La réalisation de ses objectifs se concrétise par son diplôme d'ingénieur obtenu en 1982 à l'École des Travaux Publics, ETP, à Paris, école qu'il avait intégrée en 1977. La soif de connaissance l'amène à glaner, en 1983, un autre diplôme au Centre des hautes études de la construction Paris. En 1983, ses diplômes en main, il revient en Côte d'Ivoire, où il entame sa vie professionnelle en tant qu'ingénieur à la direction et contrôle des grands travaux, institution fer de lance de l'administration ivoirienne, devenue Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Mais en 1990, son destin bascule, à l'issue d'un long entretien à Yamoussoukro, en marge du congrès du PDCI, avec Alassane Ouattara, alors Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly quitte les grands travaux pour intégrer le cabinet de la primature en 1990. C'est le début d'une collaboration, un lien personnel et filial fort qui va durer plus de 30 ans. C'est aussi le début de sa carrière politique. Il sera de tous les combats, depuis la création du RDR, en passant par le Front républicain, ainsi que toutes les crises sociopolitiques que le pays a traversées. Il fait son entrée au gouvernement en mars 2003, où il est nommé ministre d'État, ministre de l'Agriculture du gouvernement de Réconciliation nationale, jusqu'en février 2005. Il occupera ce même poste de 2006 à 2010, mais comme ministre de l'Agriculture. Après l'accession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême en 2011, AGC, comme il est appelé par ses partisans, est nommé le 11 avril 2011 ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, poste qu'il occupera jusqu'au 10 janvier 2017. En plus de la primature, il cumule depuis le 19 juillet 2017 le poste de ministre de Budget et du portefeuille de l'État. Je peux vous dire que je note une écrasante majorité en faveur de la proposition de proposer Amadou Gon Coulibaly comme candidat. Mars 2020, il est désigné comme candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. Mais le mal qu'il traîne depuis des années était en embuscade. Greffé du cœur en 2012, il se rend à Paris le 2 mai dernier pour contrôle médical. Le 2 juillet 2020, il est de retour en Côte d'Ivoire dans une forme rassurante. Ces images du Conseil des ministres du mercredi 8 juillet sont les dernières que les Ivoiriens auront de lui. Après un malaise, il rend l'âme en début d'après-midi. Le lion s'est couché, les armes à la main, dira Blégoudé. Au regard des circonstances de sa mort, on peut conclure que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est mort les armes à la main, même si on ne partageait pas la même vision sociétale. Il n'en demeure pas moins que la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un Premier ministre en exercice meurt.
c'est l'émoi, la consternation. Le RHDP vient de perdre son candidat à moins de 4 mois des élections. À la Wakili, notre reporter vient de l'indiquer, c'est la première fois qu'un président en exercice soit rappelé à Dieu. Oui, un Premier ministre en exercice. Premier ministre en exercice, oui. Il y a eu déjà un président, à l'époque c'était le président Houphouët-Boigny qui était en exercice. Et c'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice est rappelé à Dieu dans plein exercice de ses fonctions, à l'issue même d'un conseil des ministres. Et en même temps, ça crée une situation inédite qui n'a jamais eu lieu au cours de 60 ans. Qui n'est pas prévu par les textes ? Qui n'a jamais eu lieu au cours de 30 ans, depuis 30 ans que la fonction existe, et qui n'est pas totalement prévu, sauf dans une petite partie de la Constitution. C'est vrai que le cas de démission du Premier ministre est prévu. Une démission crée une vacance, un vide qu'il faut pourvoir quand le Premier ministre a démissionné. Mais en dehors de la démission, volontaire ou involontaire, où il est démis, le gouvernement est dissous. Dans la Constitution, il n'est pas prévu de cas de vacance de pouvoir par décès, par empêchement. Ça peut être un empêchement, pas encore un décès, ça peut être un empêchement, une longue maladie qui immobilise pendant longtemps. Là, ça a été 2 mois et il était conscient. Donc, il travaillait avec le ministre d'État, le Premier ministre par intérim, qui assurait son intérim. Il était en contact avec le chef de l'État. Il était en pleine possession de toutes ses facultés. Mais ça pourrait être une situation plus différente. Et je crois que l'occasion est donnée, certainement pas immédiatement, de réfléchir aux dispositions à prendre pour noter cette sorte de vie. Prévoir. Oui, bien sûr. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article d'ailleurs d'Alafé Wakili dans Afrique Presse avant d'arriver aujourd'hui. Je veux dire, nous en l'espèce, on passe par la déduction. Hein, on fait une déduction. Parce que si vous démissionnez, on aboutit à la vacance. Même si vous mourrez, c'est toujours la vacance. Donc le problème, la conséquence, c'est la vacance du pouvoir. Donc aujourd'hui, le Premier ministre n'est plus là. Il y a vacance de pouvoir. Non, du poste de Premier ministre. Oui. Il y a une vacance du poste du Premier ministre. Il n'y a pas une vacance de pouvoir. Oui, bien sûr. Pas de pouvoir, du poste du Premier ministre. Voilà. À partir de ce moment, je crois que la conséquence est tirée. C'est-à-dire que s'il avait démissionné, le gouvernement serait dissous. C'est pour ça que je crois que d'ici lundi, le président de la République, d'ici demain, le président de la République va prendre une décision pour nommer un nouveau Premier ministre qui va former un nouveau gouvernement. Ça veut dire effectivement que avec la mort du Premier ministre, c'est la dissolution du gouvernement. Ou ça peut attendre aussi qu'on finisse totalement. Oui, certainement. Voilà. Parce que vous voyez, le Premier ministre, dans le dispositif, lorsque il y a une vacance au niveau du président de la République, c'est le vice-président. Lorsque le vice-président et le président sont les deux vacants, le Premier ministre devient président de la République. Et lorsque lui aussi il est indisponible, il y a une vacance, c'est, il me semble, le seul cas de vacance du Premier ministre qui est évoqué. Le ministre le plus ancien ou en grade peut devenir assurer la vacance de la présidence de la République. Et c'est la seule partie où le cas de vacances du Premier ministre est évoqué, il me semble. C'est pas très inquiétant parce que nous sommes dans un régime présidentiel et que ce n'est pas un régime parlementaire. Si c'était un régime parlementaire, ce serait plus inquiétant parce que dans le régime parlementaire, c'est la majorité qui donne le Premier ministre. Et dans le cas d'espèce, comme c'est un régime présidentiel, la vacance... Oui, mais un régime présidentiel, lorsque aussi le président dispose de la majorité au Parlement, il est évident que, quelle que soit la nature du régime constitutionnel ivoirien, lorsque le président n'a pas la majorité au Parlement, c'est un peu difficile. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il y a une grande conséquence de la situation actuelle, puisque ce n'est pas bien précis dans la Constitution? Non, pas du tout. Voilà. Il n'y a pas de conséquences, mais c'est tellement des choses à clarifier. Alors, ce rappel à Dieu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est un bouleversement politique général, d'abord au sein de la famille politique du Premier ministre, le RHDP, mais aussi au plan national, vu qu'il était candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Quel commentaire, analyse faites-vous là-dessus?
Simplement que, comme je dis toujours, dans un système politique, il y a la structure et la culture politique. Donc, si la structure est bien en place, l'homme propose, Dieu dispose. Hein. Donc, un cas comme celui-ci arrive, il faut que le parti concerné se réorganise très rapidement, fasse le deuil, se réorganise. Bon, ce n'est pas un deuil du parti, hein, c'est un deuil national. Donc, à partir de ce moment, il se réorganise. D'ici la fin juillet, je crois que c'est la date limite, ils doivent proposer un nouveau candidat, l'investi pour la compétition. De toutes les façons, j'avais déjà dit, quand un parti est bien organisé, s'il présente un candidat, c'est l'équipe qui va en campagne et non l'individu. Donc, je pense que le choc est grand, mais vous savez, Amadou Gon lui-même, c'était un bosseur de son vivant. Il aurait aimé que les gens continuent de travailler, même s'il arrivait à disparaître comme il est parti. Donc, le RHDP va s'organiser, proposer un candidat. Et je souhaite que le président de la République reste dans sa parole, parce qu'il a toujours été quelqu'un qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Il a dit qu'il passe la main à la jeunesse, parce que j'entends déjà des petits murmures qui disent que non, peut-être que le président va revenir sur sa décision. Non. S'il revient sur sa décision, ça veut simplement dire qu'il ne passe plus la main aux jeunes. Il y a plein de cadres compétents au RHDP, il faut choisir un. Il y a même des femmes, des hommes. Il faut choisir un cadre qu'on propose et pour la continuité et pour qu'il reste dans la mémoire des gens comme quelqu'un qui aura apporté quelque chose de plus dans la démocratie en Côte d'Ivoire. Oui, il y a un bouleversement, c'est évident, mais je pense que le calendrier électoral pourrait peut-être ne pas changer parce que lorsque un candidat, il y a une période à partir de laquelle, lorsque un candidat décède, l'élection est reportée constitutionnellement. Je ne crois pas que nous soyons déjà dans le cas et dans la période. Parce qu'il y a beaucoup d'autres candidats qui s'annoncent tous les jours dans les journaux. Si on devrait, pour chacun d'eux qui reprendre l'élection, on n'y arriverait jamais. Donc il y a une période, il me semble, à partir de laquelle le calendrier électoral peut être bouleversé à la suite du décès d'un des candidats. Cela dit, il faut trouver à nouveau et rapidement un candidat pour le RHDP. Le RHDP a encore 60 jours. Ils ont 60 jours pour cela. Et il faut aussi trouver un élément de langage, mais il me semble qu'ils ont déjà ça. C'est quoi l'élément de langage? L'élément de langage, c'est gagner pour Amadou. C'est se mobiliser et gagner pour lui. Et on voit que finalement, un candidat, une personnalité qui paraissait, qu'on disait contester, devient finalement un élément fédérateur par la volonté de Dieu, par le fait du destin. Ça devient finalement un élément fédérateur. Gagner pour Amadou Gon, c'est un élément de langage qui est assez mobilisateur, d'autant plus que le parti avait réussi aussi à fédérer autour de lui et les tendances du recensement de la révision électorale étaient perçues comme totalement favorables au RHDP. L'enjeu aujourd'hui est de savoir comment capitaliser cela par rapport à l'élément de langage mobilisateur en trouvant un candidat qui vienne pour sauver la situation alors que tout a été construit depuis au moins mars 2020, mais aussi depuis plusieurs années autour d'Amadou Gon Coulibaly. Comment, à 4 mois, alors que tout semblait être déjà prêt, tout reprendre à zéro? Et dernier point, voyez-vous, on ne pouvait pas totalement prévoir cela. On ne sait pas s'il a eu le temps de parler, de confier des dernières volontés. Ça aussi, ça peut être un élément important. Est-ce qu'au téléphone, est-ce qu'à quelqu'un, on peut témoigner de ce que Amadou, voici, lorsqu'il partait, est-ce qu'il a eu le temps de prononcer les dernières paroles pour dire « si je pars, voici ce que je souhaite ». Si on a peut-être cet élément, ça peut être un indicateur dans la décision que le chef de l'État prendra, que le RHDP prendra par rapport à tous les engagements précédents qui ont été pris. Très bien. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Rapidement, nous allons rappeler les grands moments des funérailles annoncées. Un deuil de 8 jours a été décrété et toute la semaine prochaine sera marquée par plusieurs étapes de ces funérailles qui vont prendre fin avec l'ultime adieu à Korogo
Amadou Gon Coulibaly qui serait inhumé finalement à Korogo. Un mot sur les obsèques de l'illustre disparu? Oui, on a eu le programme qui a circulé et chacun essaiera de le suivre comme il peut. Et en même temps, souvent, quand quelqu'un décède, on se dit c'est fini, il n'est plus là. Mais voyez-vous ce qui se passe, cet attachement, bon, il n'est plus là pour nommer quelqu'un, il n'est plus là pour faire des carrières. On aurait pu l'oublier et puis c'est fini. Mais voyez-vous l'émotion, voyez-vous les passages, les condoléances à la famille, tout cet engouement-là, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Et on se demande qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il ait pu laisser une autre image, cette autre impression. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui décèdent et puis ça laisse indifférent. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était uniquement Premier ministre, mais il ne l'est plus. Chacun peut être tranquille, ne pas avoir peur, il n'est pas être obligé de faire telle ou telle chose. Mais voyez-vous l'engouement, cette mobilisation qu'il y a. Donc je me dis que c'est quelque chose qu'il convient de noter et aussi appeler les uns et les autres dans la vie politique à être dans moins de radicalité, à ne pas être peut-être méchant avec leurs adversaires politiques. Et de ma position aussi, pour terminer, c'est peut-être quelque chose que les gens ne savent pas beaucoup. Amadou Gon Coulibaly était en posture de lancer des initiatives extraordinaires de réconciliation. Je ne vais pas trahir tous les secrets, mais Amadou Gon était en position, en capacité, avec le soutien du président Alassane Ouattara et de membres de son cabinet, en train de lancer des initiatives de réconciliation extraordinaires. Je ne dirais pas que c'était des stratégies de campagne, mais qui pouvaient aller au-delà de ce qu'on pouvait espérer, notamment le dialogue presque direct avec Charles Blé Goudé et l'entourage du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est quelque chose, un projet sur lequel il travaillait, et dès sa sortie de son lit d'hôpital, il en a parlé à ses collaborateurs. Ben, Dieu en a décidé autrement. Aristide? Adieu le lion aux grands hommes de la patrie. Merci infiniment à vous, chers invités à la Fé Wakili, Aristide Nkenda, d'être venus sur ce plateau pour parler de notre illustre disparu, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, feu Amadou Gon Coulibaly, puisse-t-il reposer en paix. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, chers internautes. À dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.